Les lourdes portes en chêne massif et laiton poli du Cygne d'Or ne séparent pas seulement le restaurant de la rue. Elles séparent deux mondes entièrement différents. À l'intérieur, des fortunes se font et des réputations se brisent autour d'assiettes de foie gras poêlé et de vins millésimés. À l'extérieur, le reste du monde s'empresse dans l'indifférence. Pour Léa, une serveuse de 22 ans noyée sous les dettes de son prêt étudiant, ses portes étaient sa bouée de sauvetage, sa seule ancre dans la tempête financière qu'était sa vie. Mais un mardi soir pluvieux, elle se tenait devant elle, barrant le passage à un homme dont le costume parfaitement taillé valait plus que toutes ses années d'études réunies. Elle n'avait qu'une seule instruction, une règle gravée dans le marbre par la direction, répétée chaque jour par Bernard, le maître d'hôtel, jusqu'à ce qu'elle devienne un mantra, pas de réservation, pas d'entrée. C'était le fondement sur lequel reposait tout l'édifice du Cygne d'Or. Ce n'était pas une suggestion, mais une loi immuable, aussi fondamentale que la gravité. Cette règle ne protégeait pas seulement l'exclusivité du lieu, elle garantissait la tranquillité des personnalités qui y dînaient, des ministres, des capitaines d'industrie, des stars de cinéma qui payaient une fortune pour un havre de paix où le monde extérieur ne pouvait les atteindre. Transgresser cette règle, c'était commettre un sacrilège, un acte de trahison envers l'établissement tout entier. Léa n'avait aucune idée qu'elle regardait droit dans les yeux un milliardaire, et qu'elle était sur le point de faire exploser une guerre qui couvait depuis des décennies, une guerre dont les enjeux dépassaient de loin les murs feutrés de ce restaurant. La pluie tombait sur l'avenue Montaigne avec un rythme percussif implacable, chaque goutte semblant viser l'élite de la ville avec une rancune personnelle. À l'intérieur du Cygne d'Or, cependant, le temps n'était qu'un élément esthétique. Les immenses baies vitrées transformaient l'averse en une toile de fond scintillante et romantique pour le tintement feutré de l'argenterie sur la porcelaine et le murmure étouffé de conversations puissantes. L'air sentait l'argent, l'huile de truffe et le vieux cuir, un parfum enivrant de pouvoir et de privilèges qui imprégnait les boiseries et les lourds rideaux de velours. Léa se déplaçait dans ce théâtre opulent avec une grâce pratiquée, presque invisible. Son uniforme noir était impeccable, son tablier blanc amidonné, et la petite broche en argent portant le signe héraldique du restaurant était positionnée exactement 2 centimètres au-dessus de son badge nominatif. 2 ans. Pendant 2 longues années, elle avait navigué dans ce monde d'extravagance tranquille, apprenant le langage subtil des riches, un dialecte fait de non-dits, de regards entendus et d'attentes implicites. Elle savait quel client préférait l'euro avec une tranche de citron vert plutôt que de citron jaune, qui entretenait une liaison avec qui, et, plus important encore, comment faire partie du service fluide et parfait pour lequel M. Romain Valois lui versait un salaire généreux, un salaire qui maintenait sa tête hors de l'eau. M. Valois était un fantôme dans son propre établissement. On le voyait rarement, mais sa présence se faisait sentir dans chaque détail méticuleusement orchestré. La température précise de la cave à vin, le nombre de fils des serviettes en lin, l'accent quasi fanatique mis sur le protocole. Et le protocole le plus sacré de tous, celui qui était inculqué à chaque nouvel employé dès son premier jour, était la liste. Le Cygne d'Or fonctionnait sur la base de réservations faites des semaines, parfois des mois à l'avance. Il n'y avait pas de service sans réservation. Le maître d'hôtel, un homme sévère mais juste nommé Bernard, gardait le carnet de réservation comme s'il s'agissait d'un texte sacré, ses pages remplies des noms les plus illustres de la finance, de l'art et de la politique parisienne. Ce soir-là, la liste était complète. Chaque table était attribuée, une constellation de noms issus des plus hautes sphères du pouvoir. Il était 20h15, le pic du service du soir, quand les lourdes portes de chêne s'ouvrirent vers l'intérieur, laissant entrer une rafale d'air frais et humide, et un homme qui n'avait rien à faire là. Il n'était ni débraillé ni bruyant. Au contraire, il était l'image même du pouvoir raffiné. Il était grand et mince, avec des cheveux argentés coiffés en arrière sur un visage fin et intelligent. Son costume, d'un lainage gris anthracite profond, était si extraordinairement bien coupé qu'il semblait avoir été tissé directement sur lui. Mais c'étaient ses yeux qui le distinguaient vraiment. Ils étaient d'un bleu pâle et perçant, et il balayait la pièce avec une combinaison déconcertante d'amusement et d'évaluation prédatrice. Rien ne leur échappait. Léa était en train de remplir des verres d'eau à une table d'angle lorsqu'elle le vit passer d'un pas rapide devant le pupitre d'accueil, ignorant la tentative polie mais ferme de Bernard de l'intercepter. Le visage de Bernard, habituellement un masque d'autorité calme, laissa transparaître une lueur d'alarme. « Monsieur, je vous présente mes excuses, mais avez-vous une réservation ce soir ?» La voix de Bernard était douce, mais Léa pouvait entendre l'acier qui la sous-tendait. L'homme ne s'arrêta pas. Il se dirigeait directement vers la table numéro 1, la plus convoitée, une banquette isolée dans le coin arrière qui offrait une vue panoramique sur le restaurant et était réservée exclusivement à M. Valois ou à ses invités les plus prestigieux. Ce soir, elle était vide, en attente d'une réservation de 21h pour un magnate de la tech. C'était une infraction majeure. Le personnel était formé pour gérer les clients difficiles, les héritiers capricieux et les mondaines exigeantes. Mais c'était différent.
Cet homme se déplaçait avec une aura de certitude absolue, comme si les règles qui gouvernaient les simples mortels ne s'appliquaient tout simplement pas à lui. Léa vit les autres serveurs se figer pendant une microseconde, leur sang-froid professionnel vacillant. Elle vit la main de Bernard se porter à son oreillette, probablement pour alerter la sécurité. Mais la sécurité était discrète, et la discrétion prenait du temps. Cet homme était à 3 pas de la table 1. Quelque chose à l'intérieur de Léa, un euthanasie de principe qu'elle avait hérité de son père, ouvrier d'usine, se serra. Son père lui avait toujours dit « Une règle est une règle pour une raison, Léa. Peu importe que tu sois le concierge ou le roi. Si tu commences à enfreindre les petites règles, tu finiras par enfreindre les grandes. » Sans une seconde de réflexion, elle posa sa carafe d'eau sur une desserte voisine et se plaça directement sur le chemin de l'homme. Elle mesurait 1,65 m, était mince et se sentit soudain incroyablement petite. Il la dominait, l'odeur de son eau de Cologne coûteuse et de la laine humide remplissant ses sens. Elle tint bon, se positionnant carrément entre lui et la banquette vide. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle, sa voix stable et claire, perçant le faible bourdonnement de la salle. « Je crains qu'il n'y ait une erreur. Cette table est réservée. » L'homme s'arrêta net. Il baissa les yeux sur elle, et un sourire lent, presque paresseux, s'étala sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un loup qui venait de trouver un agneau égaré. « Et vous êtes » demanda-t-il, sa voix un baryton grave et rocailleux. « Je m'appelle Léa, monsieur. Je suis serveuse ici, » répondit-elle, gardant-le menton haut. « Et je dois vous demander de bien vouloir retourner à l'accueil. Bernard se fera un plaisir de vous aider. » L'homme eut un petit rire sec, sans humour. « Oh, je suis tout à fait certain que Bernard ne peut pas m'aider. Mais vous le pouvez. Vous pouvez vous écarter. » Il fit un pas en avant, s'attendant à ce qu'elle cède. Elle ne bougea pas. Elle planta ses pieds, ses chaussures de travail noires et raisonnables semblant soudain vissées à la moquette épaisse. Quelques convives voisins avaient interrompu leur conversation, leurs fourchettes suspendues en l'air. Le drame était silencieux, mais il était électrique. « Je ne peux pas faire ça, monsieur, » dit Léa, son cœur commençant à marteler contre ses côtes. C'était son travail. C'était son loyer, ses frais de scolarité pour les cours du soir, l'argent qu'elle envoyait à sa mère chaque mois. Mais les règles de M. Valois étaient absolues. Les enfreindre était un motif de licenciement. Permettre qu'elles soient enfreintes était tout aussi grave. Le sourire de l'homme disparut. Ses yeux bleu pâle se durcirent, se transformant en éclats de glace. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» demanda-t-il, sa voix baissant jusqu'à un quasi-murmure chargé de menaces. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, cela n'a pas d'importance, » dit Léa, les mots semblant à la fois courageux et terrifiants dans sa bouche. « La politique est la même pour tout le monde. Sans réservation, je ne peux pas vous autoriser à vous asseoir. » Du coin de l'œil, elle vit 2 hommes massifs en costume sombre, la sécurité du restaurant, commencer à se déplacer depuis leur position discrète près de l'entrée de la cuisine. Bernard marchait d'un pas rapide vers eux, le visage semblable à un nuage d'orage, mais l'homme les ignorait. Toute son attention était concentrée sur Léa. Il se pencha plus près, sa voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. « Mon nom est Antoine Leduc. Je vous suggère de vous souvenir de ce nom. Maintenant, pour la dernière fois, hors de mon chemin, le nom ne signifiait rien pour Léa. C'était juste un nom de plus dans une ville qui en était pleine. » Mais elle vit une lueur de reconnaissance et de pure terreur sur le visage de Bernard alors qu'il approchait. « Monsieur le duc, » balbutia Bernard, son sang-froid complètement brisé. « Mes plus profondes excuses pour ce malentendu. Nous ne vous attendions pas. » Antoine le duc ne le regarda même pas. Son regard froid était toujours fixé sur Léa. « Votre serveuse était justement en train de m'expliquer la politique, » dit-il, prononçant le mot « politique » comme si c'était quelque chose d'immonde. « Léa, retirez-vous » siffla Bernard, les yeux écarquillés de panique. Mais Léa ne le pouvait pas. C'était comme si son corps n'était plus sous son propre contrôle. Il était contrôlé par ce simple principe que son père lui avait enseigné. On lui avait donné une règle. Elle l'appliquait. Cet homme, peu importe qui il était, n'était pas une exception. « Non », dit-elle, sa voix à peine un murmure, mais résonnant avec une finalité dans le silence soudain et tendu qui s'était abattu sur leur coin du restaurant. « Il n'a pas de réservation. » Antoine Leduc se redressa, une expression de fureur froide et authentique remplaçant maintenant son amusement arrogant. Il regarda de Léa aux gardes de sécurité qui approchaient, puis de nouveau vers elle. Une étrange lueur calculatrice apparut dans son œil. « Vous avez fait une terrible erreur, jeune femme, » dit-il doucement. Puis, tournant sur ses talons avec une grâce fluide presque menaçante, il retourna d'un pas rapide vers l'entrée.
Il n'attendit pas le portier, poussant lui-même la lourde porte de chêne et disparaissant dans la nuit parisienne pluvieuse, laissant derrière lui un sillage de silence choqué et la peur palpable de ce qui allait suivre. Léa laissa enfin échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Ses genoux semblaient faibles. Bernard se précipita à ses côtés, le visage blême. « Sais-tu ce que tu viens de faire » murmura-t-il, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de peur. C'était Antoine Leduc. Antoine Leduc. Le nom ne signifiait toujours rien. « Qui est Antoine Leduc » demanda Léa, sa voix tremblant légèrement. Bernard la regarda comme si elle venait de demander qui était le président de la République. « Il n'est pas juste un milliardaire, Léa. C'est l'homme qui a passé les 20 dernières années à essayer de détruire complètement M. Valois. C'est son plus grand rival, et tu viens de l'empêcher d'entrer dans le restaurant de son ennemi. M. Valois va entendre parler de ça. Nous sommes tous dans de très, très beaux draps. » Le reste du service se déroula dans un flou d'anxiété surréaliste. Chaque cliquetis d'une fourchette tombée sonnait comme une guillotine. Chaque fois que la porte de la cuisine s'ouvrait, Léa s'attendait à voir M. Valois lui-même en émerger, une figure spectrale de vengeance prête à la jeter dans la rue pluvieuse. Elle prit machinalement les commandes, servit du confit de canard et des filets mignons, et remplit les verres de vin, tout en ayant ce nom qui résonnait dans sa tête, Antoine Leduc. Ses collègues serveurs la tenaient à distance, leurs expressions un mélange d'admiration et de pitié. Ils avaient tous vu la scène. Le restaurant tout entier avait senti le changement sismique dans l'atmosphère lorsqu'elle avait tenu bon. Un commis de salle nommé Kevin, un étudiant en cinéma dégingandé, lui fit un pouce levé quand Bernard ne regardait pas. Marie, une serveuse chevronnée qui avait tout vu, secoua simplement la tête en murmurant lentement « Fille courageuse. Folle, mais courageuse. » Bernard l'évitait complètement, ne communiquant que par des signaux de main secs. La peur dans ses yeux avait été remplacée par une résignation sombre. Il calculait déjà les retombées, et elle était à l'épicentre. Lorsque le dernier client partit enfin, juste après minuit, le personnel commença son rituel nocturne de fermeture. Le silence était plus lourd que d'habitude. Léa polissait méticuleusement ses couverts, ses mains se déplaçant en pilote automatique, tandis que son esprit tournait à plein régime. Elle rejouait la scène encore et encore, l'arrogance dans les yeux de Leduc, la menace froide dans sa voix, la terreur sur le visage de Bernard. Avait-elle eu tort? Les paroles de son père semblaient creuses maintenant, une platitude enfantine dans un monde dirigé par des hommes comme Leduc et Valois, où les règles n'étaient pas des boucliers pour les justes, mais des armes pour les puissants. Elle pensa à son petit appartement à Montreuil, le chèque de loyer déjà rédigé et attendant sur sa commode. Elle pensa aux cours d'anatomie en ligne qu'elle suivait, dont le prochain paiement des frais de scolarité était dû dans 3 semaines. Elle pensa à la voix pleine d'espoir de sa mère au téléphone, si fière que sa fille travaille dans un endroit aussi chic. Le poids de tout cela l'écrasait. Léa. La voix de Bernard coupa le fil de ses pensées. Il se tenait près de la sortie du personnel, tenant son manteau. Il avait l'air fatigué et vieux. « L'assistant de M. Valois a appelé il y a 10 minutes, dit-il sans la regarder dans les yeux. Il veut vous voir demain matin, 9 heures précises, dans son bureau privé. Dernier étage. » Les mots atterrirent comme des pierres dans son estomac. Le dernier étage. Personne n'allait au dernier étage, à l'exception de l'équipe de direction. C'était là que se trouvait le bureau personnel de M. Valois, un sanctuaire surplombant les toits de Paris, un lieu dont on chuchotait l'existence mais que le personnel de base ne voyait jamais. C'était là que les gens se faisaient licencier. Pas seulement licencier, mais effacés. Bernard, commença-t-elle, voulant s'expliquer, se justifier. « Garde ça pour toi, dit-il, la voix plate. Ce que je pense n'a aucune importance. Sois juste à l'heure. Et Léa, pour ce que ça vaut, je n'ai jamais vu personne faire ce que tu as fait. Je ne sais pas si je dois être impressionné ou horrifié. » Il soupira, puis se tourna et partit, le clic de la porte se refermant scellant son destin. Léa rentra chez elle à pied à travers les rues maintenant bruneuses, délaissant le métro. Elle avait besoin d'air, de la fraîcheur humide sur son visage. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes non versées. Qui était Antoine Leduc? Elle sortit son téléphone, ses doigts gourds, et tapa le nom dans la barre de recherche. Les résultats inondèrent son écran. Page après page d'articles des Échos, de la Tribune, du Figaro Économie. Antoine Leduc, PDG de Leduc Global Acquisition, un raideur d'entreprise célèbre pour ses OPA hostiles. Sa fortune nette était estimée à 12 milliards d'euros. Il était connu pour ses tactiques commerciales impitoyables, son charme glacial et son portefeuille d'entreprises démantelées, leurs actifs dépouillés et vendus à la pièce. Et puis elle vit les gros titres qui lui glacèrent le sang.
Il détaillait une querelle amère de 2 décennies avec un autre titan de l'industrie, Romain Valois. Tout avait commencé avec une entreprise technologique à la fin des années 90. Ils avaient été partenaires, jeunes et ambitieux. L'entreprise avait implosé de manière spectaculaire, entraînant des procès, des accusations de trahison et une rivalité devenue légendaire dans le monde financier. Leduc avait accusé Valois d'avoir volé un code propriétaire. Valois avait accusé Leduc d'avoir saboté l'entreprise pour un rachat. Depuis, ils essayaient de se ruiner mutuellement, se battant pour des contrats, des entreprises et même des biens immobiliers. Le Cygne d'Or n'était pas seulement un restaurant pour Romain Valois. C'était un symbole. C'était sa forteresse de succès, une déclaration de sa victoire et de son raffinement. Et Antoine Leduc avait essayé d'y entrer comme s'il en était le propriétaire. Et elle, Léa, une serveuse de 22 ans, avait été celle qui s'était mise en travers de son chemin. Elle n'avait pas seulement embarrassé un client. Elle avait publiquement repoussé l'ennemi mortel de son patron aux portes de son propre château. Elle arriva enfin à son petit immeuble, l'épuisement la frappant comme un coup physique. Le sommeil semblait impossible. Elle resta allongée dans son lit, fixant les taches d'humidité sur son plafond, imaginant la conversation du lendemain matin. Monsieur Valois serait froid, précis. Il lui dirait que son manque de jugement avait créé un incident diplomatique. Il lui offrirait une indemnité de départ dérisoire pour s'assurer de son silence, et elle serait bannie de son monde parfait et ordonné. Sa vie, si soigneusement équilibrée sur le revenu de ce seul emploi, s'effondrerait. Le lendemain matin, elle choisit ses vêtements avec le soin de quelqu'un qui s'habille pour sa propre exécution. Pas son uniforme de serveuse, mais la seule tenue professionnelle qu'elle possédait, une simple jupe noire, un chemisier blanc uni et un blazer usé mais propre. Elle attacha ses cheveux sombres en un chignon sévère, le même style qu'elle portait pour ses services, un plaidoyer subconscient pour qu'il se souvienne d'elle comme d'une employée diligente. Le trajet jusqu'à la Tour Valois, dans le quartier de la Défense, fut un voyage en pays étranger. L'ascenseur ce matin-là n'était pas le monte-charge qui sentait l'eau de Javel et la nourriture, mais une capsule silencieuse à grande vitesse avec des parois en acajou poli. Il ne s'arrêta pas au niveau du restaurant. Il continua de monter, jusqu'à ce que ses oreilles se bouchent. Les portes s'ouvrirent au 60e étage. La réception était une étude de la richesse minimaliste. Sol en marbre blanc, une seule peinture abstraite massive sur un mur, et une vue qui semblait englober tout Paris. Une femme à l'air sévère, avec un casque et un carré d'une netteté impossible, lui fit un signe de tête. « Mademoiselle Morale, Monsieur Valois vous attend. » Elle fut conduite le long d'un long couloir silencieux. Ses chaussures raisonnables ne faisaient aucun bruit sur l'épaisse moquette grise. L'assistante ouvrit une paire de hautes portes imposantes et lui fit signe d'entrer, les refermant doucement derrière elle. Le bureau était vaste. Un mur entier était en verre, donnant sur le panorama de la ville, qui de cette hauteur ressemblait à une maquette parfaite. Les autres murs étaient tapissés de livres, pas les livres décoratifs aux couleurs coordonnées d'un designer, mais de vieux volumes bien lus. L'air sentait le cuir et le papier, et là, debout près de la fenêtre, le dos tourné, se tenait Romain Valois. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec une épaisse chevelure poivre et sel. Il portait un simple pull en cachemire gris et un pantalon sombre, sans cravate. Il ne se retourna pas, vous savez, dit-il, sa voix calme mais résonnante, remplissant l'énorme espace. La vue d'ici est remarquable. On peut tout voir. On voit les motifs, le flux de la circulation, la façon dont la ville respire. On apprend à repérer les anomalies, les choses qui ne sont pas à leur place. Il se tourna lentement pour lui faire face. Ses yeux étaient d'un brun profond et réfléchi, et ils ne contenaient aucune colère. Ils étaient analytiques, curieux. Il ne ressemblait en rien au magnate redoutable qu'elle avait imaginé. Il ressemblait à un professeur fatigué. « Vous, mademoiselle Morale, dit-il en désignant la chaise devant son bureau en chêne massif, êtes une anomalie. » Léa s'assit, les mains jointes fermement sur ses genoux. Sa gorge était sèche. « J'ai lu le rapport de Bernard, » continua-t-il en contournant le bureau pour s'asseoir en face d'elle. Il croisa les mains. « J'ai également visionné les enregistrements de sécurité 3 fois. Vous avez refusé l'entrée à Antoine Leduc. »« Oui, monsieur, » réussit-elle à articuler. « Vous avez cité la politique du restaurant, » déclara-t-il. « Oui, monsieur. Pas de réservation, pas d'entrée. C'est la première règle qu'on nous apprend. Et quand il vous a dit son nom, cela ne vous a rien dit. »« Non, monsieur. Je ne savais pas qui il était avant son départ. » C'était, sentait-elle, sa seule défense, l'ignorance. Romain Valois se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant. Un long silence angoissant s'étira entre eux. Le cœur de Léa battait un rythme frénétique contre ses côtes.
C'était ça. Le jugement final. Depuis 20 ans, dit M. Valois, la voix basse et intense, Antoine Leduc essaie de me déstabiliser. Il a débauché mes cadres. Il a fait des offres plus basses que les miennes sur des contrats d'1 milliard d'euros. Il a acheté l'appartement juste au-dessus du mien et s'est mis aux claquettes pendant un mois. C'est un homme qui se délecte de la guerre psychologique, de trouver la plus petite fissure dans votre armure et d'y enfoncer un coin. Il se pencha en avant, ses yeux bruns se fixant sur les siens. Hier soir, il n'était pas là pour dîner. Il était là pour marquer un point, pour montrer que ma forteresse, mon impénétrable signe d'or, n'était qu'un autre endroit où il pouvait entrer. Il voulait s'asseoir à ma table, boire mon vin, et m'en envoyer une photo. Un petit geste mesquin dans une longue guerre mesquine. Il fit une pause, et le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. Il s'attendait à ce que mon personnel s'effondre. Il s'attendait à ce que Bernard rampe. Il s'attendait à être assis, et il l'aurait été. Bernard aurait fait le choix correct et logique pour éviter une scène et apaiser un homme puissant. Il m'aurait appelé. J'aurais été furieux, mais le mal aurait été fait. Leduc aurait gagné la bataille du jour. Il la regarda, et l'expression dans ses yeux était indéchiffrable. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus proche de l'émerveillement. Mais il n'avait pas compté sur vous. Mademoiselle Morale. L'anomalie. La serveuse qui se souciait plus d'une règle que de l'ego d'un milliardaire. Vous ne l'avez pas seulement refusé. Vous l'avez humilié, tranquillement, poliment, et sur le territoire de son ennemi. J'aurais payé 1 million d'euros pour voir l'expression de son visage. Léa le dévisagea, complètement déconcertée. Ce n'était pas la conversation à laquelle elle s'était préparée. Monsieur, je pensais que j'allais être licencié, balbutia-t-elle. Licencié? Romain Valois laissa échapper un rire bref et sec. Il résonna dans le vaste bureau. Mademoiselle Morale, vous licencier serait la décision commerciale la plus stupide que j'ai prise de toute l'année. Vous avez fait preuve de loyauté, pas envers moi. Vous ne me connaissez pas. Vous avez fait preuve de loyauté envers le principe de la chose. C'est une qualité bien plus rare et plus précieuse qu'un MBA de HEC. Il se leva et retourna vers la fenêtre. Antoine Leduc n'oubliera pas cela. Il ne vous oubliera pas. Il essaiera probablement de riposter. Sa vengeance est prévisible. Il se retourna vers elle, son expression sérieuse maintenant. C'est pourquoi je ne vous licencie pas. En fait, je fais le contraire. Je vous retire du service. À compter d'aujourd'hui, vous êtes promu. Vous serez ma nouvelle assistante personnelle. La mâchoire de Léa tomba. Votre assistante personnelle? Monsieur, je suis serveuse. Je suis des cours du soir pour un diplôme en biologie. Je ne sais rien sur le fait d'être une assistante personnelle pour vous. Vous savez être loyal, et vous savez suivre des instructions sans être intimidé. Je peux vous apprendre à gérer un emploi du temps. Je ne peux pas vous apprendre le caractère, dit-il simplement. Le salaire sera le triple de ce que vous gagnez actuellement. Nous nous arrangerons pour que vous puissiez continuer vos cours. La seule condition est une discrétion absolue et une loyauté totale. Comme vous l'avez déjà démontré. Il tendit une main. Qu'en dites-vous, mademoiselle Morale? Êtes-vous prête à travailler au dernier étage? Léa regarda sa main tendue, puis la ville tentaculaire en contrebas. C'était un choix impossible, un choix terrifiant, qui changeait la vie, un choix insensé. Elle était entraînée au cœur d'une guerre entre deux hommes incroyablement puissants. Sa vie tranquille et ordonnée était terminée, mais sa lutte aussi, sa peur du prochain loyer, de la prochaine facture de frais de scolarité. Elle pensa aux yeux froids et furieux d'Antoine Leduc. Elle pensa à l'intensité tranquille de M. Valois. Elle était dépassée, profondément, dangereusement. Lentement, elle se leva et prit sa main. Elle était chaude et ferme. « Oui, monsieur Valois, dit-elle, sa voix remplie d'un tremblement de peur et d'excitation. « Oui, je le suis. » La vie de Léa se transforma du jour au lendemain. La transition du service en salle au 60e étage fut comme franchir un portail vers un univers parallèle. Son uniforme de serveuse noire fut remplacé par une garde-robe de chemisier, jupe et blazer sur mesure, financée par une généreuse prime à la signature qui apparut sur son compte en banque et qui représentait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu en un seul endroit. Son petit appartement à Montreuil restait son sanctuaire, mais ses journées se passaient désormais dans l'air raréfié de la Tour Valois, un monde d'appels téléphoniques feutrés, de courriels cryptés et d'emploi du temps chronométré à la seconde près. Romain Valois était un patron exigeant mais étonnamment patient. Il lui apprit la danse complexe de sa vie. Quels appels transférer immédiatement, sa fille Chloé, étudiante à Londres, lesquels dévier, la plupart des journalistes, et lesquels gérait elle-même, tout le reste.
Il lui montra comment organiser ses itinéraires de voyage complexes, gérer son portefeuille de dons de bienfaisance, et plus important encore, comment identifier, suivre les mouvements d'Antoine Leduc. Une partie de son nouveau travail, elle l'apprit rapidement, consistait à être une sentinelle. Romain avait une équipe dédiée d'analystes qui surveillaient Leduc Global Acquisition, mais il voulait une touche personnelle. Il lui fit configurer des alertes d'actualité pour le nom de Leduc, pour son entreprise, pour ses associés connus. Antoine est une créature d'habitude et d'ego, expliqua Romain un après-midi, fixant une batterie d'écran affichant des données boursières. Il télégraphie ses mouvements non pas dans ses plans d'affaires, mais dans sa vie publique. Où il mange, à qui il parle, à quelle vente aux enchères caritatives il décide soudainement d'assister. Tout cela signifie quelque chose. Votre travail est de surveiller les anomalies, les choses qui ne sont pas à leur place. C'était la même phrase qu'il avait utilisée pour la décrire. Elle était son anomalie, et maintenant elle en chassait une autre. Le travail était accaparant. Léa découvrit qu'elle avait une aptitude naturelle pour l'organisation et l'attention aux détails qu'il exigeait. Elle était efficace, discrète et apprenait vite. Mais c'était une existence solitaire. Ses anciens amis du restaurant semblaient distants, intimidés par son nouveau poste. Ses cours du soir en biologie ressemblaient à un rêve d'une autre vie, une passion qu'elle poursuivait maintenant par pure volonté, étudiant tard dans la nuit après des journées harassantes de 12 heures. Romain Valois, malgré toute sa richesse et son pouvoir, était aussi une figure solitaire. Il était divorcé, et sa relation avec sa fille semblait se maintenir principalement par des appels vidéo hebdomadaires tendus que Léa programmait. Il vivait dans son penthouse au sommet de la tour, et son bureau était son royaume. Il parlait rarement de son passé, mais parfois, en regardant une vieille photographie sur son bureau, une ombre de profonde tristesse traversait son visage. La photographie montrait 3 jeunes hommes, les bras passés autour des épaules les uns des autres, souriant à l'appareil photo. Ils se tenaient devant un garage en désordre, une pancarte rudimentaire peinte à la main au-dessus d'eux indiquant « Innovatech ». L'un d'eux était un Romain Valois beaucoup plus jeune, les cheveux sombres et indisciplinés. Un autre était clairement un jeune Antoine Leduc, beau et débordant de confiance. Le troisième homme était inconnu, avec des yeux gentils et un sourire doux. Léa ne posa jamais de questions sur la photo. Cela semblait être une intrusion sur un terrain sacré. 2 mois après sa prise de fonction, le premier tir direct d'Antoine Leduc arriva. Ce ne fut pas une manœuvre d'entreprise ou un procès. C'était personnel. Léa triait le courrier du matin lorsqu'elle tomba sur une épaisse enveloppe couleur crème sans adresse de retour, adressée simplement à l'Anomalie, 60e étage. Son sang se glaça. Une seule personne l'avait jamais appelé ainsi, à part Romain. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, mais une seule photographie haute résolution. C'était une photo d'elle, prise de loin. Elle marchait de la station de métro à son immeuble à Montreuil. Elle avait l'air petite, anonyme, juste un visage de plus dans la foule. Mais le téléobjectif l'avait capturée parfaitement, son expression fatiguée après une longue journée. Glissée dans le coin de la photo, il y avait une petite carte gaufrée. Dessus, en une écriture élégante, 3 mots « Je vous vois ». Une vague de nausée la submergea. Il ne s'agissait plus d'affaires. Leduc avait franchi une ligne. Il avait envahi sa vie privée, son sanctuaire. Il lui disait qu'elle n'était pas en sécurité, qu'il savait où elle vivait. C'était une tactique d'intimidation classique conçue pour l'effrayer, pour la faire démissionner. Elle fixa la photo, sa peur se durcissant lentement en une colère froide et défiante. C'était ce que faisaient les hommes comme Leduc. Ils utilisaient leur pouvoir pour terroriser les gens qu'ils considéraient comme inférieurs. Ils pensaient qu'ils pouvaient l'effrayer, la faire retourner en courant vers la sécurité du service en salle. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans le bureau de Romain et posa la photographie sur son bureau sans un mot. Il la regarda, son visage impassible. Puis il regarda la carte, sa mâchoire se crispant de manière presque imperceptible. Il leva les yeux vers elle, ses yeux bruns sondant son visage. « Est-ce que ça va ?»« Je suis en colère, » dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'aurait cru. « Il pense que cela va me faire peur. Il pense que je ne suis qu'une fille qu'il peut intimider. » Romain fixa la photo un long moment. C'est sa manière de faire. Il teste votre résolution et la mienne. Il veut que je sache qu'il peut atteindre les gens proches de moi. Il ramassa la photo, ses jointures blanches. Il fait une erreur. Il vous sous-estime, et ça a toujours été sa plus grande faiblesse. Il se leva et se dirigea vers une armoire sécurisée intégrée. Il en sortit un téléphone prépayé fin et le lui tendit. À partir de maintenant, vous serez conduite au travail et ramenée chez vous. Une voiture vous attendra en bas chaque matin et chaque soir.
J'assigne une équipe de sécurité à votre immeuble. Ils seront discrets. Vous ne saurez même pas qu'ils sont là, mais ils y seront. Ce téléphone est uniquement pour les urgences. Mon numéro est le seul programmé dedans. Monsieur Valois, c'est trop, balbutia Léa, dépassée. Je ne peux pas accepter. Vous le pouvez et vous le ferez, dit-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Vous êtes sous ma protection maintenant, Léa. Une attaque contre vous est une attaque contre moi. Nous ne nous laisserons pas intimider. Ce soir-là, alors qu'une berline noire et élégante l'emmenait loin de la flèche scintillante de la tour Valois, Léa se sentit comme dans une cage dorée. Elle était en sécurité. Elle était riche au-delà de ses rêves les plus fous. Mais elle n'était plus libre. Sa vie était inextricablement liée à cette guerre de plusieurs décennies. Antoine le Duc ne l'avait pas seulement mise dans sa ligne de mire. Il l'avait par inadvertance enfermée dans le monde de Romain Valois plus sûrement que n'importe quel contrat n'aurait jamais pu le faire. La semaine suivante, quelque chose de nouveau apparut dans les alertes d'actualité qu'elle surveillait. Antoine le Duc avait fait un don significatif de plusieurs millions d'euros à la Fondation Nouveau Départ, une organisation caritative dédiée à la réhabilitation et au soutien des anciens détenus. C'était une démarche étrange pour le Duc, dont la philanthropie se limitait habituellement aux musées d'art et aux campagnes politiques. C'était une anomalie. Elle le signala à Romain. Il regarda le rapport, une expression étrange, illisible sur son visage. « Nouveau départ », murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. « Pourquoi nouveau départ ?» Il se tourna vers la vieille photographie sur son bureau, celle avec les 3 jeunes hommes. Il la prit, son pouce caressant doucement le visage du 3e homme, celui aux yeux gentils. « Trouvez tout ce que vous pouvez sur cette fondation, Léa, dit-il, la voix basse. Tout. Et découvrez s'ils ont un quelconque lien avec un homme nommé David Mercier. » Le nom était nouveau. Elle n'avait jamais entendu Romain le mentionner auparavant. « Qui est David Mercier, monsieur ?» demanda-t-elle. Romain Valois reposa la photographie sur son bureau, le dos tourné. Il regarda par la fenêtre la ville tentaculaire en contrebas. « Il était le 3e homme sur cette photo, » dit-il, sa voix épaisse d'une douleur ancienne et profonde. « Il était notre partenaire, notre ami, et c'est lui qui est allé en prison pour ce qui s'est passé chez Innovatech. » Le nom de David Mercier ouvrit une boîte de Pandore de documents judiciaires scellés, de vieilles coupures de presse et d'archives numériques oubliées. Avec les ressources de la Tour Valois à sa disposition, Léa plongea dans le passé, devenant la détective d'une tragédie vieille de 20 ans. Ce qu'elle découvrit était une histoire bien plus complexe et déchirante que la simple rivalité commerciale rapportée dans la presse. Innovatech n'était pas seulement une start-up technologique qui avait échoué. C'était le creuset où 3 amis avaient été brisés. Romain Valois était le codeur visionnaire, l'architecte d'un algorithme de compression de données révolutionnaire. Antoine le Duc était le vendeur charismatique, celui qui avait attiré le capital risque et charmé les investisseurs. Et David Mercier, l'homme aux yeux gentils, était l'ingénieur matériel, celui qui avait construit l'infrastructure physique pour faire fonctionner le code de Romain. Il était, de l'avis de tous, le cœur de l'entreprise, le médiateur qui aplanissait les frictions croissantes entre l'ambitieux le Duc et le perfectionniste Valois. L'effondrement fut soudain et catastrophique. À la veille d'un lancement de produits majeurs, leur principal investisseur se retira, invoquant une rupture de contrat. L'entreprise entra dans une spirale mortelle. Des poursuites judiciaires suivirent. Dans les décombres, un élément clé de leur code propriétaire fit surface entre les mains d'un concurrent. Des accusations d'espionnage industriel volèrent dans toutes les directions. Mais le coup fatal final fut une accusation de fraude informatique et d'escroquerie. Quelqu'un avait falsifié des documents financiers pour obtenir un prêt-relais dans une tentative désespérée de maintenir l'entreprise à flot. La trace écrite, astucieusement et méticuleusement conçue, menait directement et sans équivoque à un seul homme, David Mercier. Antoine le Duc témoigna contre lui. Il affirma que David lui avait avoué dans un moment de panique qu'il avait agi seul par loyauté mal placée envers l'entreprise. Romain Valois, dévasté et se sentant trahi, resta silencieux, son équipe juridique lui conseillant que toute déclaration pourrait l'impliquer davantage. David Mercier, face à une montagne de preuves irréfutables, bien que falsifiées, et abandonné par ses 2 meilleurs amis, choisit de plaider coupable. Il fut condamné à 7 ans de prison fédérale. Il en purgea 5. Innovatech fut liquidé. Romain Valois utilisa sa part des décombres pour construire son nouvel empire. Antoine le Duc utilisa la sienne pour lancer sa société d'acquisition. David Mercier se retrouva avec un casier judiciaire et une vie brisée. Il avait disparu après sa libération. Et maintenant, 20 ans plus tard, Antoine le Duc donnait des millions à une œuvre de charité pour les anciens détenus. Une œuvre de charité qui,
Léa le découvrit après quelques enquêtes discrètes, avait récemment engagé un nouveau consultant pour son programme de placement professionnel. Un homme calme et sans prétention nommé David Mercier. C'était une démarche d'une audace à couper le souffle. Le duc ne se contentait pas de tendre la main à son vieil ami mis au rebut. Il l'utilisait comme une arme. Léa présenta ses conclusions à Romain dans son bureau. Elle exposa la chronologie, les transcriptions du tribunal, le lien avec la Fondation Nouveau Départ. Pendant qu'elle parlait, elle vit la couleur quitter le visage de Romain. Il regarda la photo des 3 jeunes hommes, son expression un masque d'angoisse. « Il l'utilise », murmura Romain, la voix rauque. « Après toutes ces années, il utilise David contre moi. »« Que veut le duc ?» demanda doucement Léa. « Pourquoi maintenant ?»« Il ne s'agit pas d'argent, » dit Romain en passant une main dans ses cheveux. « Il s'agit du récit. Antoine a passé 20 ans à me dépeindre comme le méchant qui a trahi notre partenariat. Mais l'histoire n'a jamais été complète sans le 3e homme. S'il peut mettre David de son côté, le convaincre de lui pardonner publiquement et de me blâmer, il réécrit l'histoire. Il ne gagne pas seulement la guerre. Il fait en sorte de n'avoir jamais été le méchant au départ. Le génie diabolique du plan de Leduc devint clair. Il ne faisait pas seulement un mouvement sur l'échiquier de l'entreprise. Il essayait de capturer le roi du passé de Romain Valois. Il doit avoir quelque chose que David veut, raisonna Léa. Un travail, de l'argent, l'absolution. Ou quelque chose que j'ai, dit Romain de manière énigmatique. Il se dirigea vers une bibliothèque, faisant courir ses doigts sur les dos des vieux livres. Il s'arrêta sur un exemplaire usé et relié en cuir de Moby Dick. Il le retira de l'étagère. Il était plus lourd qu'un livre normal. Il l'ouvrit, révélant que les pages avaient été évidées. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours délavé, il n'y avait ni armes ni bijoux, mais une simple disquette 3,5 pouces désuète. « La voici, » dit Romain, sa voix à peine audible. Le code source original, non compilé, avec mes annotations originales horodatées. Il prouve que l'algorithme était le mien, achevé des semaines avant qu'Antoine ne prétende avoir eu une idée similaire. Mais il contient aussi autre chose. La veille de l'effondrement, David a découvert quelque chose. Il a trouvé une porte dérobée qu'Antoine avait codée dans le système, un moyen de siphonner des données vers un serveur externe. David a enregistré ses découvertes, sa preuve qu'Antoine était le traître, et il l'a sauvegardée sur cette disquette en lieu sûr. Il allait me la montrer le lendemain matin. Il regarda la disquette avec une profonde tristesse. Mais il n'en a jamais eu l'occasion. Cette nuit-là, Antoine a dû découvrir que David savait. Il a déclenché l'effondrement, a fait accuser David de la fraude, et s'en est sorti indemne. J'ai trouvé cette disquette dans le bureau de David pendant qu'il vidait les locaux. Je n'ai pas su ce qu'elle contenait pendant des années. J'étais si en colère, si consumé par mon propre sentiment de trahison que je l'ai simplement enfermé. Au moment où j'ai finalement regardé les données, des années s'étaient écoulées. David était sorti de prison et avait disparu. Le délai de prescription pour l'espionnage industriel était depuis longtemps expiré. Ce n'était que la preuve d'un crime mort. Le duc doit savoir que vous l'avez, dit Léa, les pièces du puzzle s'emboîtant. Il la veut. C'est de cela qu'il s'agit. Il utilise David comme levier pour vous forcer à lui remettre la seule preuve qui démontre ce qu'il est vraiment. Le téléphone sur le bureau de Romain sonna, une ligne spéciale dont seule une poignée de personnes avait le numéro. Léa répondit « Bureau de Monsieur Valois ». « Passez-le-moi », dit une voix rocailleuse familière. C'était Antoine le duc. La main de Léa se crispa sur le récepteur. Elle regarda Romain qui hocha la tête d'un air sombre. Elle transféra l'appel sur le haut-parleur. « Antoine », dit Romain, sa voix froide comme la glace. « Romain », la voix de Leduc suintait une fausse cordialité. « Ça fait trop longtemps. J'espère que tu suis mes efforts philanthropiques. J'ai renoué avec un vieil ami à nous, David. Il a l'air plus vieux, bien sûr. La prison fait ça à un homme. Mais il va bien. Nous avons eu une discussion charmante. Parler du bon vieux temps, du bon, du mauvais, et de ce qui n'est pas résolu. La menace était sans équivoque. « Que veux-tu, Antoine ?» demanda Romain, la voix tendue. « Je veux clore le chapitre Innovatech une fois pour toutes, » dit le duc. « Tu as quelque chose qui appartient au passé, une relique, une disquette. Elle n'a plus aucune valeur juridique maintenant. Mais elle a une certaine valeur sentimentale. Je veux que tu la détruises, et je veux y assister. Et si je refuse ?» Il y eut une pause. David a eu une vie difficile, Romain. Il se remet enfin sur pied. Bon travail, un nouveau départ. Ce serait dommage que des complications surviennent. Une violation de sa liberté conditionnelle, peut-être.
Un ancien codétenu qui se présente à sa porte. Des choses arrivent. Mais si tu coopères, je veillerai personnellement à ce que l'avenir de David soit assuré. Je créerai un fonds en fiducie pour lui qui fera de lui un homme riche. Il n'aura plus jamais à s'inquiéter de rien. Il pourra enfin avoir la vie qui lui a été volée. C'était un échec et Matt le Duc forçait Romain à choisir. Soit s'accrocher à la preuve de sa propre innocence et risquer la sécurité de David, soit détruire la preuve et permettre à le duc de contrôler le récit, achetant à jamais la sécurité de David avec un mensonge. « Je dois lui parler, » dit Romain. « À David. Directement. »« Bien sûr, » dit le duc doucement. « J'arrangerai ça. Un lieu neutre. Toi, moi et David. Une dernière réunion du conseil d'administration d'Innovatech. Tu peux amener ton anomalie. J'entends dire qu'elle est très loyale. Apporte la disquette, Romain, et nous pourrons enfin laisser nos fantômes en paix. » La ligne se coupa. Romain s'affaissa dans son fauteuil, paraissant plus vieux que Léa ne l'avait jamais vu. Il fixait la disquette dans sa main comme si c'était du poison. Pendant 20 ans, il avait vécu avec le poids de son silence, croyant que son ami l'avait trahi. Maintenant, il connaissait la vérité, mais la vérité était une arme pointée directement sur l'homme à qui il avait fait du tort. « Que allez-vous faire » demanda doucement Léa. « Je ne sais pas, » avoua Romain, sa voix lourde du fardeau de 2 décennies de culpabilité. « Antoine pense qu'il m'a piégé. Il m'offre un choix entre mon héritage et la sécurité de David. » Il regarda Léa, ses yeux désespérés. Mais il oublie quelque chose. Il y a toujours une 3e option. Il y a toujours une anomalie dans le système. J'ai juste besoin de trouver laquelle. La réunion fut fixée 2 jours plus tard. Antoine le Duc choisit le lieu avec une touche de cruauté psychologique magistrale. Le bâtiment désormais abandonné qui avait autrefois abrité Innovatech. C'était un cimetière de leur histoire commune, et le duc les forçait à y retourner. Pendant ces 2 jours, Romain fut un fantôme dans son propre bureau, consumé par une concentration sombre et silencieuse. Il passa des heures à fixer la disquette, à relire de vieux dossiers et à passer des appels cryptiques à son équipe juridique, cherchant un coup à jouer dans une partie qui semblait déjà perdue. Léa l'observait, un nœud d'anxiété se serrant dans son estomac. Le plan de le duc était trop parfait. C'était un piège propre et élégant. Mais dans tout système, il y a toujours une anomalie. Romain l'avait qualifiée ainsi. Maintenant, elle réalisait que la véritable anomalie n'était pas elle. C'était l'homme au centre de la tempête, David Mercier. Un homme accusé par un ami et abandonné par un autre serait-il vraiment si facilement acheté? Agissant sur une intuition qu'elle ne pouvait ignorer, Léa prit une décision. Elle devait trouver David elle-même, avant la réunion. C'était un risque colossal, mais son instinct lui criait que c'était le seul coup qui comptait. Elle contourna Romain, donnant une vague excuse d'une course personnelle, et fit une demande discrète au chef de la sécurité de Valois. En quelques heures, ils avaient une adresse, un appartement au 2e étage sans ascenseur dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. Elle prit une voiture de société, son cœur battant la chamade alors qu'elle montait les escaliers grinçants du vieil immeuble en briques. Quand elle frappa, la porte s'entr'ouvrit de quelques centimètres, retenue par une chaîne. Un homme aux yeux hantés, hélas, regarda à l'extérieur. C'était lui. « Monsieur Mercier, » dit-elle, la voix mal assurée. « Je m'appelle Léa Moral. Je travaille pour Romain Valois. » Son visage se durcit. « Je n'ai rien à lui dire. » Il commença à fermer la porte. « S'il vous plaît, » dit-elle rapidement. « Juste 5 minutes. Antoine le Duc vous ment. » Le nom le fit hésiter. Il étudia son visage sérieux et nerveux, puis soupira avec une lassitude infinie et déverrouilla la chaîne. Son appartement était spartiate mais soigné, rempli de livres et de composants électroniques. « Qu'est-ce qu'Antoine vous a dit » demanda directement Léa. « Il m'a dit qu'il se sentait coupable, » dit David, la voix plate. « Il a dit que Romain a une preuve qui aurait pu me sauver, mais qu'il a gardé cachée pour se protéger. Il m'a offert un avenir. Tout ce qu'il veut en retour, c'est cette preuve, pour que nous puissions tous tourner la page. Il ne vous donne pas un avenir. Il achète votre histoire, » dit Léa désespérément. Romain n'a connu toute la vérité que récemment. Il a eu tort de ne pas vous trouver. Il a été lâche et il le sait. Mais la disquette ne blanchit pas seulement Romain. Elle prouve qu'Antoine vous a piégé. Elle se pencha en avant, sa voix un murmure intense. Romain va à cette réunion. Il va donner la disquette à Antoine. Il est prêt à laisser Antoine gagner, à le laisser réécrire l'histoire si cela signifie que vous serez en sécurité. Il vous choisit, vous, plutôt que son propre héritage. Le duc pense qu'il vous a acheté, qu'il vous contrôle. Ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas acheter la vérité. Elle le laissa là, debout,
sans savoir si elle avait tout sauvé ou tout aggravé 1000 fois. Le lendemain, elle et Romain se rendirent au bâtiment abandonné. Romain était silencieux, le visage sombre, le livre évidé contenant la disquette reposant sur le siège entre eux. Antoine Leduc les attendait, un sourire prédateur et triomphant sur le visage. À côté de lui, l'air pâle et mal à l'aise, se tenait David Mercier. « Romain, ravi que tu aies pu venir », lança Antoine. « Et l'anomalie, aussi. Toute la bande est là. » Romain s'avança vers ses anciens amis, son visage un masque de pierre. Il regarda David, ses yeux remplis d'un univers de regrets. « David, je... » « Épargne-moi ça, Romain, » coupa Antoine. « C'est une transaction commerciale. L'objet, s'il te plaît. » Romain leva le livre. Le sourire de Leduc s'élargit. Il avait gagné. « Excellent. Tu vas me le donner. Je le ferai détruire par David. » En retour, il sortit un épais portefeuille. Voici une fiducie au nom de David. 5 millions d'euros. À lui pour une simple signature. Il tendit le portefeuille à David. C'était le moment de vérité. Romain regarda David, son expression d'abandon total, prêt à sacrifier son propre nom pour l'avenir de cet homme. Il commença à s'avancer. Mais David ne regarda pas l'argent. Il regarda au-delà, d'abord vers Romain, puis il tourna son regard vers Antoine. Le regard hanté avait disparu de ses yeux, remplacé par un feu calme et ardent. « Non, » dit David. Le seul mot resta en suspens dans l'air, chargé du poids de 2 décennies. Le sourire d'Antoine vacilla. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non, » répéta David, sa voix plus forte. « Je ne signerai pas. » Il se tourna vers Romain. « Votre assistante est venue me voir. Elle m'a dit ce que vous étiez prêt à faire. » Antoine lança un regard de pur venin à Léa. Son piège parfait se brisait. David fit face à Antoine, ses yeux gentils maintenant durs comme de l'acier. « Tu sais, Antoine, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en prison. J'ai pensé au fait que tu étais le seul à me rendre visite, toujours à sonder, toujours à poser des questions. Tu as toujours eu peur de cette disquette. » Il jeta un coup d'œil à Romain. « Tu as été un imbécile et un lâche de la cacher, Romain. Nous avons perdu 20 ans à cause de ça. » Puis il replongea son regard dans celui d'Antoine. « Mais toi, tu es un monstre. Tu as détruit la vie d'un homme, et tu allais me payer pour t'aider à enterrer le corps. Tu le choisis lui plutôt qu'une fortune ?» siffla Antoine, son sang-froid se fissurant. « Je ne le choisis pas lui. » Dit David. « Je me choisis moi. Je choisis la vérité. » Il regarda la disquette que Romain tenait maintenant dans sa main. Le seul pouvoir de cette disquette était celui que nous lui donnions. Le pouvoir de nous maintenir séparés. Puis David fit la dernière chose que quiconque attendait. Il tendit la main, prit la disquette de la main stupéfaite de Romain, et avec un craquement sec, il la brisa en 2. Les morceaux de plastique noir tombèrent sur le bitume. « Le passé est terminé, Antoine, » dit David, sa voix résonnant de finalité. « Tu n'as plus rien à négocier. » Antoine fixa les morceaux brisés, son visage un masque de choc. La preuve qu'il avait redoutée pendant 2 décennies était détruite, mais pas selon ses termes. Elle avait été rendue sans valeur, et avec elle, tout son plan s'était effondré, vaincu non pas par la richesse de son rival, mais par l'intégrité de sa victime. Antoine Leduc se retourna, monta dans sa voiture et partit à toute vitesse, laissant Romain et David debout ensemble dans les ruines de leur passé, avec la chance silencieuse, terrifiante et pleine d'espoir de pouvoir enfin recommencer. En fin de compte, il ne s'agissait ni des milliardaires ni de leur guerre sans fin. Il s'agissait d'un simple choix fait par une serveuse qui croyait aux règles, et d'un autre choix fait par un homme qui refusait de vendre sa propre histoire. Léa n'avait pas seulement empêché un homme d'entrer dans un restaurant, elle était devenue le catalyseur qui avait forcé une vieille blessure purulente à voir le jour. La guerre ne s'est pas terminée par une explosion, mais par un acte de défi silencieux qui a tout changé, offrant non pas une victoire, mais une libération. La véritable puissance ne se trouve pas dans les salles de conseil ou sur les relevés bancaires, mais dans la loyauté, l'intégrité et le courage de faire face à la vérité, même avec 20 ans de retard. Pour Romain, David et Léa, un nouveau chemin, incertain mais authentique, venait de s'ouvrir.